Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les opportunités de long terme et le suivi de février. Ce webinaire est présenté chaque début de mois et consiste à vous donner l'ensemble des informations macroéconomiques de l'analyse fondamentale sur tous les mois de chaque année. Donc nous verrons chaque zone économique, les chiffres macroéconomiques les plus importants, taux d'intérêt, taux d'inflation, chômage, croissance, ainsi que les discours des banques centrales correspondantes. Nous estimerons à la suite de ces informations les directions à prendre sur le long terme en fonction des devises ou paires de devises que vous traitez. Il y aura donc un suivi des stratégies sur chaque paire de devises qui semble intéressante à traiter. Donc bonsoir à tous, nous allons commencer tout de suite. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin du webinaire. Donc allez-y, posez toutes vos questions maintenant. Donc avant de démarrer, tout ce que je vais dire dans ce webinaire, c'est de la pure information de marché. Le but n'est pas de vous faire trader ou de faire du conseil en trading. Vous êtes complètement responsable de tout ce que vous allez faire sur votre compte. Faites attention également au risque, hein, que vous êtes sur les marchés financiers, qu'il y a un risque que vous pouvez tout perdre, voire perdre plus que ce que vous avez investi. Donc faites très attention à tout, au marché financier dans leur ensemble, à prendre le moins d'effets de levier possible. On recommande chez FXM un effet de levier inférieur à 10. Quand vous faites du long terme, c'est plutôt un effet de levier de 1, de 2, avec toujours un stop. Bon voilà, vous aurez de toute façon tous les avertissements dans un autre webinaire que je présente qui s'appelle Avertissement avant de commencer à trader en réel. Donc démarrons cette fois-ci sur l'analyse fondamentale avec, pour commencer, l'Europe et la Banque centrale européenne. Donc, le mois de février a été relativement bien rempli, notamment avec tous les épisodes de la Grèce et de la Troïka, donc de la BCE, du FMI, de la Commission européenne, où un accord a été trouvé entre l'Eurogroupe et la Grèce pour donner une prolongation du financement pendant 4 mois supplémentaires afin de permettre à la Grèce de trouver suffisamment de temps pour s'organiser et donner des réformes, un programme, une liste de réformes pour remettre le pays dans le droit chemin, si je peux m'exprimer ainsi. Donc cet accord de financement, c'est l'accord tout simplement qui a été donné en 2012. Hein, c'est quasiment le même accord, donc on pourrait dire une suite de l'accord de 2012, avec une certaine flexibilité donnée par les créanciers dans son usage, c'est-à-dire que les créanciers de la dette pourront à leur guise, de manière discrétionnaire, modifier cet accord-là en intervenant directement dans la liste des réformes données par la Grèce. Cette prolongation va surtout permettre à la Grèce de continuer à se financer sur les marchés en utilisant généralement des dettes de leur État comme garantie ou collatérale. Donc elles vont pouvoir toujours emprunter à court terme, à moyen terme, à long terme pour renflouer les banques de manière à ce qu'elles puissent continuer leur activité sur les marchés, à donner l'argent aux entreprises, aux particuliers, etc. Il faut savoir donc que la première échéance de la Grèce, c'est le FMI et les 4,1 milliards d'euros qui ont été empruntés à cette institution. Ensuite, il y aura une autre échéance extrêmement importante, ce sera en juillet et en août, 2 emprunts qui ont été contractés par la Grèce à la Banque centrale européenne à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Donc ce montant-là devra être remboursé en juillet et en août.
Donc concrètement, la Grèce va avoir deux choix, soit demander à la BCE d'accepter un nouvel endettement, donc de leur prêter à nouveau des fonds, ce qui sera à mon avis et au vu des analystes et de ce qui est dit sur les marchés, peu envisageable. La deuxième solution, c'est qu'elle accepte un nouveau prêt de la part des Européens, des pays européens. Donc également, ça va être un petit peu compliqué, néanmoins il faudra trouver une solution. Donc concernant le programme de Alexis Tsipras, pardon, euh, eh bien, il pourra finalement mettre en place son programme comme il l'avait indiqué lors de son élection, avec bien sûr des contraintes budgétaires très strictes, très serrées. Donc ça lui laissera quand même très peu de marge de manœuvre. Néanmoins, il sera à l'initiative de toutes les réformes données euh, pour l'Eurogroupe que la Troïka approuvera. Généralement, c'est la Troïka qui donne les réformes et ensuite à la Grèce de voir si oui ou non elle accepte. Bah, cette fois-ci, c'est la Grèce qui décide et ce sera peut-être un tournant car elle pourra être déclencheur d'innovation dans toutes ces réformes. Côté chiffres désormais, eh bien, le taux d'intérêt est toujours resté stabilisé. Néanmoins, le taux d'inflation a reculé assez fortement, est arrivé mais en négatif. Donc ça indique donc une baisse de l'euro. Euh, Taux d'inflation inférieure aux attentes, c'est une baisse sur le moyen terme de la devise. Le PIB est reparti un petit peu à la hausse, donc ça c'est bon. Le taux de chômage a légèrement baissé. Donc de manière générale, à part l'inflation qui est quand même très important, au niveau des chiffres, on sent que la machine repart et que la politique monétaire de la BCE, qui est le quantitative easing, commence déjà à porter ses fruits, donc un tout petit peu, mais on voit quand même que ça relance la croissance du fait du prix du pétrole qui baisse, de l'euro également qui baisse. Donc c'est quand même des événements qui sont relativement bons pour l'Europe et pour l'économie européenne. Voilà donc pour la BCE, ce qui s'est passé en Europe donc sur le mois de février. Donc beaucoup d'événements. La Grèce qui est vraiment sur un fil où on ne sait pas trop si elle restera en Europe. Il y a beaucoup d'analystes, au moins 30% j'ai vu aujourd'hui, qui étaient pour, enfin qui sentaient, hein, qui n'étaient pas pour, mais qui voyaient déjà la Grèce sortir de l'Europe cet été. Bon, on verra bien. Événement à suivre en tout cas, mais c'est assez important de bien suivre ces événements-là, car il y a un impact plus ou moins important sur l'économie, sur l'euro. Donc il faut absolument suivre tous ces événements fondamentaux. Il est à noter toutefois que lors de tous ces événements, de tous ces coups de théâtre de la Grèce, de l'Eurogroupe, pour trouver un accord, l'euro a peu varié, a peu réagi en fait à tous ces événements. Il faut donc prendre en compte cette information dans la mesure où ceux qui prétendent que si la Grèce sort, l'euro explose, ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que eh bien, l'euro, les marchés financiers ont déjà pris en compte que que la Grèce allait partir, allait sortir de l'Europe, et que c'était plutôt une bonne nouvelle, que ça ne remettait pas en cause le système de la BCE, de la Banque centrale, etc., ou de la dette, que ça ne remettait pas a priori en cause cela, parce que les indices européens n'ont pas vraiment varié de manière forte, enfin, n'ont pas réagi de manière forte, au contraire, ils ont continué d'augmenter et de partir à la hausse pour casser tous les records historiques. Donc pour le moment, rien à signaler et il ne faut pas non plus être trop inquiet quant à l'avenir de la Grèce. Donc les perspectives pour l'euro sont toujours baissières étant donné le quantitative easing, c'est-à-dire la politique monétaire mise en place par la Banque centrale européenne. Partons désormais outre-Atlantique aux États-Unis.
avec la Réserve fédérale américaine qui, dans son discours, eh bien, a laissé ses taux directeurs inchangés, bien qu'il commence à prévoir probablement une hausse de ces derniers. Euh, Par conséquent, on pourrait voir les taux directeurs euh, être réévalués à la hausse pour amener le dollar à augmenter d'autant plus. Par ailleurs, il y a de très bons chiffres concernant l'emploi et concernant la croissance. Au niveau de l'inflation, vous voyez tout de suite que l'inflation elle a relativement baissé, hein, donc l'objectif sera difficile à atteindre, hein, bien que le prix du pétrole euh, continue de baisser. Donc pour le moment, rien à signaler à cause du taux d'inflation qui est moyen, euh, mais les taux directeurs vont probablement augmenter. C'est prévu pour cet été, voire un petit peu plus tard. Il faut par conséquent envisager une hausse de taux, donc probablement une hausse du dollar. Donc à savoir si nous anticipons déjà cette annonce-là avec une hausse du dollar ou on attend vraiment cette annonce pour acheter du dollar. Au niveau, vous voyez, de la croissance et du taux de chômage. Alors, le taux de chômage, il est à 5,7%, c'est-à-dire qu'il a augmenté, mais la création d'emplois que je n'ai pas mise a fortement augmenté. Donc, il y a de plus en plus d'emplois qui sont créés. Et pourquoi est-ce que le taux de chômage augmente aussi? Eh bien, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'inscrits au chômage, hein, ce qui signifie que les gens ont repris confiance finalement. euh, en l'employabilité du pays et donc se sont inscrits en masse, ce qui a provoqué une hausse du taux de chômage. C'est pour ça qu'il est important, quand vous regardez l'annonce d'un taux de chômage, de bien voir la création d'emplois. Car généralement, le taux de chômage qui augmente, on voit que c'est une mauvaise nouvelle, on voit la création d'emplois, on voit qu'il y a une forte création, et bien tout de suite ça devient une bonne nouvelle. Le dollar, perspective du dollar, haussière, toujours haussière, même aujourd'hui où je vous parle, 4 mars 2015, on est toujours dans des perspectives haussières. Repartons maintenant au Japon avec une banque centrale qui a du mal, une banque centrale qui utilise une politique monétaire qui possède des faiblesses. Quand on regarde les chiffres macroéconomiques, eh bien on voit que le taux d'inflation repart à la baisse, que la croissance repart à la baisse également, et donc les pauvres japonais sont vraiment un petit peu découragés car la politique monétaire qu'ils mènent depuis 2010-2011 eh bien, ne porte pas ses fruits, surtout par rapport au taux d'inflation, où le Japon a du mal à retrouver un taux d'inflation correct, en tout cas correspondant aux attentes. Donc pour le moment, c'est largement baissier pour le yen, hein, avec un taux d'inflation faible, un taux d'intérêt toujours à 0%. Donc, on prévoit même que l'inflation va encore retomber un petit peu plus bas. Donc, on s'attend à une nouvelle intervention de la Banque centrale du Japon, un nouveau quantitative easing, ce qui va donc donner une baisse d'autant plus importante du yen. En tout cas, une poursuite de la baisse. Revenons donc en Europe avec l'Angleterre et la Banque centrale d'Angleterre, Bank of England, où cette fois-ci nous voyons des prévisions de hausse des taux. Donc ce n'est pas encore fait, mais on prévoit une hausse. Le quantitative easing reste toujours d'actualité, mais la quantité de rachat d'actifs est faible. L'inflation va repartir à la hausse selon les prévisions, donc de 2%, ce qui est conforme aux attentes. Et également une croissance qui va retrouver de beaux jours. Par conséquent, la livre sterling a des perspectives tout à fait haussières, hein. On en est
plus trop neutre sur cette devise-là. On est relativement haussier. Donc bon, les chiffres sont pas trop significatifs. Si, peut-être une baisse un petit peu de l'inflation, mais les perspectives sont très belles, hein. Eu égard au taux d'intérêt et au taux d'inflation, également à la croissance. Donc là, au niveau de la livre sterling, c'est plutôt acheteur comme sur le dollar US. Pour ce qui est de l'Australie. Alors l'Australie, il y a eu un rebond il y a quelques jours. Donc en février, nous voyons la Banque centrale australienne baisser ses taux de 0,25%. Avec pour objectif de relancer l'économie, de contrebalancer la chute des matières premières, qui a un impact assez fort pour l'Australie, avec pour la raison de cette baisse de taux, c'est que on voit une perspective du chômage en baisse, et une croissance en baisse également. Donc on voit une baisse à nouveau prévue en mars de 0,25%, ce qui n'est pas du tout le cas, car la Banque centrale australienne, cette semaine, a augmenté ses taux d'intérêt, taux directeur de 0,25%. Donc il faut toujours bien suivre parce que le dollar australien est reparti complètement à la hausse, alors que sa perspective est baissière. Donc là, pour le moment, je dis toujours que le dollar australien est baissier, car la tendance de fond est vraiment baissière, que les perspectives de taux d'intérêt étaient baissières, que en février la RBA a baissé ses taux, mais là, coup de théâtre, elle a augmenté ses taux à nouveau pour revenir à 2,5%. Ce qui signifie la chose suivante, c'est que les taux d'intérêt ont été modifiés seulement un seul mois. Donc pour le moment, sur le mois de mars, on sera plutôt neutre sur le dollar australien, avec probablement une baisse pour les mois suivants. Donc il faut faire un petit peu attention, mais nous verrons quel intérêt a cette nouvelle sur les marchés financiers et sur les paires de devises à traiter, notamment sur l'AUD NZD. En parlant du NZD, partons en Nouvelle-Zélande, où là le discours est assez nouveau. En effet, les RBNZ, qui étaient depuis des mois et des mois en pleine hausse de taux d'intérêt, hausse qui était régulière et qui avait provoqué une hausse du NZD relativement importante, de manière relativement importante, et bien cette fois-ci, le discours de la Banque centrale est complètement neutre, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois augmenter, mais ils peuvent aussi baisser ses taux, enfin leurs taux. Il voit également une inflation qui va baisser en dessous de 1%, ce qui est complètement éloigné de tous les objectifs. Donc Graham Wheeler, qui est le président, enfin le gouverneur de la Banque centrale, voit toujours une baisse significative de sa devise. Donc il y a une perspective qui est baissière absolument sur le dollar néo-zélandais, où là on s'attend au niveau des taux à rien du tout, on ne sait pas si ça va augmenter, si ça va baisser, on est toujours dans l'attente. Néanmoins, on sait que le taux d'inflation a des perspectives de baisse, que on vient de le voir, on est à 0,3% par rapport à ce qu'on attendait à 0,52%. Donc le NZD est toujours baissier. Là, je vous mets NZD neutre baissier. Pourquoi? Parce que le NZD sort d'une période importante de hausse. C'est toujours compliqué d'aller à l'inverse d'une tendance aussi longue. Par conséquent, je vois toujours une hausse sur le NZD, mais que cette hausse a un potentiel relativement faible. Pourquoi? Parce que eh bien, la valeur du dollar néo-zélandais est tellement élevée que le gouverneur va probablement intervenir directement sur les marchés financiers pour faire baisser sa devise. En plus,
il commence à dire, il le fait de manière un petit peu passive en disant qu'il va peut-être baisser les taux, que l'inflation va baisser. Bon, voilà, c'est les deux événements, voilà, les deux chiffres macroéconomiques les plus importants sur les marchés financiers. Euh, donc il n'intervient pas directement, mais de manière passive pour indiquer aux acteurs des marchés que le NZD, ça sert plus à grand chose de l'acheter. En tout cas, on gagnera pas beaucoup à acheter le NZD. Donc voilà, affaire à suivre. Je suis plutôt neutre, mais quand même un petit peu baissier sur le NZD sur le long terme. Concernant nos amis canadiens, eh bien, la Bank of Canada a baissé ses taux en février. Donc, très bonne nouvelle pour les marchés financiers. Le dollar canadien a baissé. Il y a une certaine inquiétude concernant la chute du pétrole sur l'économie parce que le Canada exporte beaucoup le pétrole en produit et en exporte. Donc là, l'inflation risque de baisser. Donc trois événements même qui font baisser le dollar canadien. Donc perspective baissière sur le dollar canadien. Vous voyez que les taux d'intérêt sont passés de 1% à 0,75%, ce qui n'était point attendu, avec un taux d'inflation en négatif, bien plus en négatif déjà qu'il n'était attendu. Un PIB donc en baisse, mais avec un taux de chômage en baisse également. Quoi qu'il en soit, au vu de tous ces chiffres, tous ces événements, eh bien le dollar canadien est bien baissier. Pour le franc suisse, il n'y a rien vraiment à signaler depuis l'arrêt de la politique monétaire de la BNS, avec un taux de plancher abandonné, une baisse des taux de dépôt. On voit manifestement que depuis fin janvier, la BNS n'intervient plus. Donc, tant que là, le cours est au-dessus de la parité, eh bien, écoutez, la BNS n'a pas l'air d'avoir envie de modifier ses taux. Donc, on voit quand même que les perspectives sont un petit peu baissières sur le CHF alors qu'il avait complètement explosé à la hausse, mais ça c'était à cause du taux plancher abandonné. Donc là, la recommandation c'est de s'éloigner vraiment du CHF qui est relativement manipulé par sa banque centrale. Donc neutre, plutôt haussier sur cette devise-là. Donc je vous fais un petit résumé de tout ce parcours, enfin tout ce tour d'horizon des banques centrales. Donc, vous voyez que le taux de refinancement, eh bien, il est comme indiqué sur ce tableau. Donc, pour l'instant, il ne s'est rien passé sur la BCE, la Fed, la Banque du Japon, la Bank of England, mais la Banque du Canada baissier. La Banque centrale en Suisse également, la RBNZ ça n'a pas bougé, la RBA a baissé ses taux. Donc voilà, au niveau des tendances moyen-long terme et des prévisions moyen-long terme, donc on est sur une baisse de l'euro, une augmentation du dollar, une baisse du yen, une augmentation de la livre sterling, une baisse du dollar canadien, neutre sur le CHF, neutre voire baissier sur le long terme sur le NZD et plutôt baissier sur le dollar australien. À relativiser avec l'augmentation des taux. Maintenant, on va suivre un petit peu les stratégies. On va appliquer de manière pratique toutes ces informations-là, en suivant d'abord les stratégies qui ont été données donc sur d'abord les matières premières, donc pétrole et gaz, tendance baissière, c'est toujours baissier, rien nous dit que ça va augmenter, même pas le cours. Ne jamais, première grosse erreur à ne jamais faire, c'est de se dire que puisque le cours est à ce prix-là, puisqu'il est aussi bas, eh bien il va remonter. Non, c'est faux. C'est bien la preuve avec le pétrole, avec l'euro. Tout le monde se dit, bah, on est bien bas, on va remonter. Bah non, on n'arrête pas de casser les plus bas. Sur les indices, c'est pareil. Par conséquent, la conclusion, c'est quand quand une tendance s'installe, enfin, ce sera très compliqué de la retourner. Conséquence, toujours perspective baissière et vente sur le pétrole et le gaz, tout comme les métaux précieux où là c'est un petit peu moins clair. La tendance est baissière sur l'or et l'argent. Je dirais plutôt que c'est neutre parce que là nous sommes effectivement tombés sur des prix quand même relativement bas, que la volatilité est faible.
Voilà, pour l'instant, les perspectives sont plutôt neutres. Néanmoins, je préférerais, si je devais prendre une décision, me mettre à la vente plutôt qu'à l'achat sur les métaux précieux, étant donné la tendance et la hausse continue du dollar. Pour un suivi de stratégie qui est la UDNZD dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une stratégie qui a été donnée par DailyFX qui visait à acheter la UDNZD car nous étions sur un plus bas historique. Et donc on anticipait le fait qu'on soit dans un bas de cycle tout simplement et qu'on allait repartir à la hausse. Donc ça c'était l'aspect purement technique de la UDNZD. D'un point de vue fondamental, chose qui c'est bien plus important, c'est que l'AUD est baissier et que le NZD aussi. Donc finalement, ça va pas trop bouger. Donc pour le moment, il faut voir lequel va être le moins baissier. On voit que l'AUD a baissé ses taux, mauvaise nouvelle, mais qu'il les a remontés. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour acheter l'AUD NZD. Et au vu du dernier discours de Wheeler, le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, eh bien, il y aura quand même une baisse relativement significative du NZD sur l'année 2015. Par conséquent, l'opportunité d'achat de la UDNZD est toujours d'actualité, malgré le fait que nous ayons cassé les plus bas, mais de manière relativement modérée. Donc pour le moment, rien à signaler. La UDNZD est toujours à acheter. C'est loin d'être la plus belle opportunité, mais bon, c'est une des opportunités de long terme dont nous pouvons parler. Et ensuite, là, beaucoup plus important et beaucoup plus rentable à mes yeux, c'est tout ce qui est suivi de tendance. Donc, je vous ai mis sur un tableau très simple les perspectives baissières et les perspectives haussières. Donc, vous voyez dans le tableau des prévisions baissières, tableau en rouge, toutes les paires qui vont a priori baisser qu'il faut vendre. Et à droite, toutes les paires qui vont a priori augmenter et qu'il faut acheter. Ce qui vous donne toutes ces paires de devises à traiter. Donc, vente de l'euro-dollar, de la USD, du NZD-USD et de l'euro-GBP. Et de l'autre côté, achat USD Yen, GBP CAD, USD CAD, USD CHF, GBP Yen, GBP AUD, GBP NZD. Voilà pour les paires de devises à traiter selon le fondamental. L'analyse technique vous permettra de préciser vos points d'entrée et vos points de sortie. Donc pour le moment, moi je vous fais pas d'analyse technique, c'est juste de l'information de marché. Je vous donne pas les prix. J'aurais pu vous donner les prix d'entrée intéressants, mais c'est à vous de le faire avec toutes les ressources qu'on vous donne sur DailyFX. Vous êtes censé savoir exactement quel est le prix intéressant sur lequel il faut rentrer, donc sur des supports, hein, des résistances, enfin tout sont des seuils, des seuils intéressants. D'autre part, il faut faire très attention aux paires que vous allez traiter car il y a une volatilité qui est relativement importante sur certaines paires, notamment celles qui sont en NZD ou en AUD. Donc tout ce qui est GBP NZD, NZD USD, même GBP Yen, ce sont des parités de devises qui sont très volatiles. GBP NZD, il y a à peu près 270 pips de volatilité quotidienne. Ne tradez jamais sur cet actif-là si votre capital est faible, c'est-à-dire inférieur à 10 000 euros, car vous allez vous faire très mal. Surtout si vous faites du long terme, ne le traitez pas. Mais je vous donne, au vu de la tendance, quelle paire de devises à traiter. C'est comme un strong week, mais que j'ai fait manuellement, et sur le long terme. Voilà pour ce webinaire mensuel sur le tour d'horizon des banques centrales, du fondamental et du suivi des stratégies. Si vous souhaitez me poser des questions, je vous invite à me les poser par téléphone ou par email. Je vous ai également donné ma ligne directe si vous voulez vraiment m'avoir tout de suite. Vous pouvez même passer dans nos bureaux à Paris. Vous êtes les bienvenus toutes et tous, tant dans nos journées d'immersion que de manière comme ça ponctuelle. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vais bien sûr, Romuald, mettre cette vidéo sur YouTube. Je vais le faire maintenant. Et vous donne rendez-vous pour deux prochains webinaires sur les tours d'horizon des banques centrales et également des webinaires sur les devises. J'avais fait un premier webinaire sur la devise dollar néo-zélandaise.
Donc, comment trader uniquement le NZD? Que faut-il regarder d'un point de vue technique et fondamental? Eh bien, le prochain webinaire sera sur la livre sterling que je présenterai dans 2 semaines, je pense. Donc voilà, ce sera euh, une liste de webinaires sur toutes les devises. Bonne soirée et à très bientôt sur DailyFX. Au revoir.